chef du gouvernement libyen d'Union nationale, Fayez al-Sarraj, va entamer ce mardi une tournée des principales capitales européennes. Principal objectif, réunir des soutiens contre l'agression du maréchal Khalifa Haftar. L'Afrique du Sud vote mercredi pour élire ses députés au Parlement et ses représentants dans les 9 assemblées provinciales. Vous suivrez un bref portrait des 3 personnalités qui dominent la vie politique du pays. Au Sénégal, le chef religieux musulman tchèque Béthiou Tioud a été condamné lundi par contumace à 10 ans de travaux forcés pour meurtre. C'était au terme d'un procès qui a été très médiatisé. C'est là le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le chef du gouvernement libyen d'Union nationale, Fayez al-Sarraj, va entamer ce mardi une tournée des principales capitales européennes. Principal objectif, réunir des soutiens contre l'agression du maréchal Khalifa Haftar. C'est ce qu'a annoncé lundi le ministère libyen des Affaires étrangères. Reportage. Le Premier ministre du gouvernement libyen d'Union nationale, reconnu par la communauté internationale, rencontrera successivement le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte ce mardi matin, la chancelière allemande Angela Merkel à Berlin dans la soirée, puis le président français Emmanuel Macron mercredi à Paris. Lors de cette tournée européenne, où une visite en Grande-Bretagne est également envisagée, Fayez al-Sarraj va tenter de réunir des soutiens contre l'agression du maréchal Khalifa Haftar. En proie à l'instabilité depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est le théâtre de nouveaux affrontements meurtriers depuis le lancement le 4 avril par le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, d'une offensive militaire sur Tripoli, siège du gouvernement de Fayez al-Sarraj. Après une progression rapide, les troupes du maréchal Haftar piétinent depuis un mois aux portes de Tripoli, barrées par les forces loyales au gouvernement d'Union nationale, dont font partie des groupes armés de la ville de Misrata. Des combats se déroulent quotidiennement dans la banlieue sud de la capitale et au sud de la ville. La visite à Paris revêt une importance particulière pour Fayez al-Sarraj, dont le gouvernement a, à plusieurs reprises, accusé la France de soutenir au moins politiquement le maréchal Haftar. Les autorités françaises ont toujours démenti, affirmant leur opposition à une opération militaire et leur attachement à un processus politique sous l'égide de l'ONU. Alors que Sarraj est en tournée en Europe, le maréchal Khalifa Haftar a appelé ses troupes à infliger une leçon plus dure encore aux forces qui défendent la capitale libyenne et le gouvernement d'Union nationale. Un message délivré à l'occasion du Ramadan. Après une progression rapide lors du lancement de l'offensive le 4 avril dernier, les troupes de Khalifa Haftar, autoproclamées armée nationale libyenne, piétinent aux portes de Tripoli, barrées par les forces loyales du gouvernement d'Union nationale, dont les groupes armés de la ville de Misrata. Des combats se déroulent depuis plus d'un mois dans la banlieue sud de la capitale, ainsi qu'au sud de la ville. L'homme fort de la province orientale du pays a officiellement adressé des consignes à ses troupes dans un message lu par un porte-parole de l'armée nationale libyenne, le général Ahmad al-Mesmari, est diffusé tard dans la soirée, à quelques heures du début du mois du Ramadan. Officiers et soldats de nos forces armées et des forces auxiliaires, je vous salue en ces glorieux jours et vous appelle à infliger à l'ennemi, avec votre force et votre détermination, une leçon plus dure et plus grande encore que les précédentes, comme nous savons que vous pouvez le faire, jusqu'à ce que vous le déracinez de notre pays bien-aimé, déclare-t-il. Il énumère diverses consignes militaires, affirmant notamment que dans le cas du retrait de l'ennemi, il faut que les forces le pourchassent avec force et rapidité, ne lui permettent pas de s'enfuir et l'anéantissent. Cette annonce intervient quelques heures après un appel de la mission d'appui des Nations Unies en Libye à une trêve humanitaire d'une semaine renouvelable à l'occasion du début du Ramadan. Depuis le 4 avril, les combats ont fait au moins 392 tués, 1936 blessés et plus de 55 000 déplacés, selon l'ONU. L'Afrique du Sud vote mercredi pour élire ses députés au Parlement et ses représentants dans les 9 assemblées provinciales. Conclusion de longs mois de campagne dirigée par les chefs de ces 3 principaux partis. Voici un bref portrait de ces 3 personnalités qui dominent la vie politique sud-africaine.
Les élections législatives et provinciales du mercredi en Afrique du Sud sont dominées par 3 formations conduites par des leaders qui ont mouillé les maillots durant la campagne. Cyril Ramaphosa, 66 ans, a pris en décembre 2017 le contrôle du Congrès national africain ANC au pouvoir, puis les rênes du pays 2 mois plus tard en poussant Jacob Zuma vers la retraite anticipée. Né dans le township noir de Soweto, il a fait ses armes dans les mouvements étudiants engagés dans la lutte contre l'apartheid avant de fonder le syndicat des mineurs. Devenu l'homme de confiance de Nelson Mandela, tout le monde voyait en lui son successeur en 1999, mais l'ANC lui a préféré Thabo Mbeki. Cyril Ramaphosa est devenu en 2014 le vice-président de Jacob Zuma. Il est souvent critiqué pour avoir fermé les yeux sur la corruption. À en croire les sondages, son image rassurante de gestionnaire pragmatique et prudent a permis, après les sombres années Zuma, d'enrayer momentanément le déclin de l'ANC qui devrait conserver sa majorité parlementaire le 8 mai. Mossi Maïman, 38 ans, est le premier chef noir du principal parti d'opposition sud-africain, l'Alliance démocratique. Né lui aussi dans le township de Soweto, il n'a rejoint l'ADA qu'en 2009 pour être propulsé à sa tête 6 ans plus tard. Cette promotion express a nourri les soupçons de ses adversaires et des observateurs qui l'ont décrit en homme de paille noire d'un mouvement encore considéré comme un parti de blanc. Par le biais d'alliances, son parti a arraché à l'ANC des villes emblématiques comme Johannesburg et Pretoria. Les derniers sondages n'accordent à sa formation qu'une progression marginale sur les 22% recueillis en 2014. Julius Malema, 38 ans, a fondé les combattants pour la liberté économique EFF en 2013 après avoir claqué la porte de l'ANC. Il s'était mis à dos tout l'état-major du parti qu'il accusait de mansuétude à l'égard de la minorité blanche du pays. Malema s'est depuis imposé en défenseur autoproclamé de jeunes et de pauvres, à ses yeux oubliés par l'ANC. Lors de ses discours enflammés, il prône la révolution par l'expropriation sans indemnisation des terres, toujours largement aux mains des Blancs, et la nationalisation des banques et mines du pays. Il séduit les jeunes et les déçus du gouvernement de l'ANC qui n'ont guère vu leurs conditions de vie changer depuis la fin de l'apartheid. Son mouvement est crédité de 10 à 15% des intentions de vote. Au Sénégal, cette fois, l'Assemblée nationale a procédé ce week-end à l'adoption de la loi portant suppression du poste du Premier ministre. Cette réforme a été introduite par le chef de l'État pour, je cite, permettre d'alléger les tâches de l'administration et d'aller beaucoup plus vite dans le traitement des dossiers. Un argument qui ne convainc pas l'opposition qui reste sceptique. Reportage, Tchèque Bété, notre correspondant à Dakar. Tour à tour, les députés ont exposé leurs arguments pour faire passer la loi du côté de la majorité et tenter de la faire rejeter par l'opposition. Dans cette bataille d'arguments, les débats ont duré plus de 8 heures pour enfin voir la loi être adoptée à 124 voix pour, 7 contre et 7 abstentions. Pour la majorité, cette suppression du poste des premiers ministres va simplifier le fonctionnement de l'État. C'est le président de la République qui détermine et conduit la politique de la nation. Et aujourd'hui, nous l'avons vu dans notre pays. Lorsque les populations ont besoin d'eau, ont besoin d'électricité, ils s'adressent au président de la République. Il a des ambitions pour ce pays, il a un programme politique qu'il peut mettre en œuvre. S'il estime que lui-même doit être au devant pour s'assurer du suivi quotidien de la gestion des différents ministres que lui-même a nommés, mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Du côté de l'opposition, l'adoption de cette loi fait grincer les dents. Il reproche à la réforme les pouvoirs exorbitants qui seront conférés au président de la République. Selon les députés de l'opposition, la suppression du poste du chef du gouvernement en tant qu'organe constitutionnel va accroître les pouvoirs du président en regroupant ses pouvoirs traditionnels qui seront cumulés avec celui du Premier ministre. Autre grief, pour le groupe parlementaire Liberté et Démocratie, on voit en cette loi une façon camouflée de permettre au chef de l'État de dissoudre l'Assemblée nationale alors que la motion de censure des députés aura disparu. Le Parlement sera fragilisé pour la bonne et simple raison que le Premier ministre, qui a une connaissance transversale des dossiers de l'État, se présentait ici pour
son discours de politique générale, un moment privilégié entre le Parlement et l'exécutif pour discuter en profondeur des questions qui touchent la vie de la nation. Cette rencontre ne va plus exister. Ce sont des pouvoirs exorbitants entre les mains du président de la République. Il ne peut pas en même temps s'occuper du Sénégal à l'intérieur, à l'extérieur du pays et en même temps vouloir avoir un œil permanent sur ce que chaque ministre fait dans son département. Ça n'obéit à aucune règle de gouvernance moderne, cette concentration des pouvoirs entre les mains du président de la République. Avec l'adoption de cette réforme, ce sont une vingtaine d'articles de la Constitution qui seront modifiés. Il faut rappeler que le Sénégal a à 2 reprises supprimé le poste de Premier ministre. C'était en 1963 sous Léopold Sédar Senghor et en 1981 sous Abdou Diouf. Toujours au Sénégal, le chef religieux musulman Cheikh Béthio Thioune a été condamné lundi par contumace à 10 ans de travaux forcés pour le meurtre par ses disciples en 2012 de 2 d'entre eux. C'était au terme d'un procès qui a été très médiatisé. La chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbour, à 80 km au sud-est de Dakar, a reconnu Cheikh Béthio Thioune coupable de non-dénonciation de crimes et complicité de meurtre. Le responsable mouride, une des plus influentes confréries de l'islam au Sénégal, a été condamné lundi par contumace à 10 ans de travaux forcés. Son chambellan a été reconnu coupable des mêmes faits et condamné à la même peine. 10 autres prévenus ont été condamnés à 15 ans de travaux forcés et 2 autres à 8 ans de travaux forcés. 2 prévenus ont écopé de 5 ans d'emprisonnement ferme et un autre de 6 mois. Les 3 autres prévenus, dont un chauffeur du chef religieux, ont été acquittés. Les prévenus étaient poursuivis pour meurtre avec acte de barbarie, association de malfaiteurs, recel de cadavres, inhumation sans autorisation administrative, détention d'armes sans autorisation et non-dénonciation de crimes. Le tribunal n'a pas prononcé de contrainte par corps pour Béthio Thioune en raison de son âge, mais a placé ses biens sous séquestre et a loué aux héritiers de chacun des 2 victimes 100 millions de francs CFA. Selon le récit des avocats pendant le procès, Cheikh Béthio Thioune avait interdit à l'une des victimes l'accès à son domicile, lui reprochant une dévotion excessive à son égard. L'homme avait bravé l'interdiction et des fidèles s'en étaient pris à lui, le tuant avec un de ses compagnons. Le corps retrouvé dans un parc national du Bénin où 2 touristes français ont disparu est bien celui de leur guide, confirme dimanche les gouvernements français et béninois, renforçant les craintes d'un enlèvement dans ce pays jusque-là épargné par l'insécurité en Afrique de l'Ouest. Des acteurs du secteur touristique réagissent à cette disparition. C'est quelque chose d'assez incompréhensible dans la mesure où le parc aujourd'hui maintenant est géré par African Park Network, et qui est quand même une société de renommée internationale et qui fait un certain travail qui fait que notre parc renaît de ses cendres. Les visiteurs, ils veulent voir le lion, ils veulent voir les éléphants, ils veulent voir tout, ils veulent voir les hippopotames, presque tout, même le guépard qui est très discret. Donc quand ils arrivent comme ça, eh bien vous, en tant que guide, vous devez regarder. Et lorsque vous ne le voyez pas, eh bien c'est ça qui vous amène à chercher et à aller jusqu'à la Matiabiga. Et moi, les quelques fois où je vais là-bas, j'ai quand même vu des lions dans la zone. Donc c'est vraiment trop important parce que là, ça montre un peu ça donne le sourire aux visiteurs, ils sont contents et après vous-même vous êtes contents. Non, pas du tout, c'est la première fois dans l'histoire d'abord du Bénin, je vais dire, depuis la création du parc en 1961, de pareil accident ne s'était jamais produit. C'est une première fois, c'est pourquoi ça nous fait tous bizarre et c'est très choquant ce qui est arrivé. Ça crée un petit peu d'incertitude parce qu'on sait que quand on est touriste comme ça fait peur quand on voit qu'il y a d'autres personnes qui peuvent se faire kidnapper dans un parc ou autre. Et apparemment c'est la première fois que ça se passe au Bénin et on sent qu'il y a de la tension par rapport à ça parce que les gens sont pas, c'est pas normal et donc ils sont pas habitués à ce que ça se passe. Donc c'est bizarre, c'est étrange. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée. Accompagnez nos programmes.